Bonjour. Bon, il y a quelques temps, j'ai fait un test ADN, comme vous le savez. Et du coup, j'ai reçu les résultats il n'y a pas très longtemps. Et j'ai décidé de vous en faire du coup une vidéo pour que vous puissiez un petit peu, je sais pas si vous avez envie de le faire. Enfin voilà, pour vous donner un petit peu ma réflexion par rapport à ce test ADN là. Donc, en fait, vous allez recevoir un kit et puis après, vous faites tout ce qui est indiqué, etc. Et 4 semaines après, vous recevez vos résultats. Alors, moi, j'ai des résultats qui m'ont été... Enfin, j'ai été assez surprise des résultats, finalement. Mes deux grosses origines ethniques sont le Nigeria et le Sierra Leone. Donc, en fait, une fois que j'ai eu ces informations-là, je me suis donc documentée sur le pourquoi du comment. Alors, évidemment, j'avais une idée. La traite des esclaves, évidemment, et ça s'est avéré. Donc en fait, j'ai appris que le Nigeria a été découvert aux alentours du 15e siècle par le Portugal, et ensuite a été quelques centaines d'années après sous tutelle d'abord anglaise, et ensuite c'est devenu une colonie anglaise. En fait, le Portugal, en plus d'avoir découvert le Nigeria, mais aussi quelques pays comme le Bénin ou la Guinée, de l'Ouest Afrique, aussi faisaient de la traite d'esclaves, c'est-à-dire qu'ils affrétaient des bateaux pour conduire les esclaves d'Afrique jusqu'à leur point de chute, qui pouvait être le Brésil, qui pouvait être Miami, enfin qui pouvait être les États-Unis, mais qui pouvait être aussi Carthagène ou bien les Antilles. Donc Carthagène, c'est en Colombie. Et moi, je viens de Colombie. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que en fait c'était du coup très proche. Enfin, on comprend le pourquoi du comment, mais j'ai des origines nigériennes. Et donc après ça, donc le Sierra Leone, d'après mes recherches, en fait le Sierra Leone c'était une terre. Alors ça a été une terre évidemment où il y a eu des esclaves, etc. Ça, voilà. Ça a été surtout aussi une terre d'accueil pour les esclaves qui étaient affranchis, qui revenaient au Sierra Leone et qui pouvaient reprendre une vie normale, et voilà. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc après, je sais pas dans quel ordre ça s'est fait, si c'est d'abord le Sierra Leone, si c'est un mix Sierra Leone au moment où une personne est revenue en tant qu'esclave affranchi, qui était nigérien et qui du coup a rencontré une personne sierra-léonaise, je suppose qu'on dit comme ça. Donc voilà, je ne sais pas l'ordre du chose parce que ça on vous le dit pas. Mais en tout cas, ça donne à réfléchir, et ça donne une certaine appréhension et compréhension de la chose. J'ai quand même aussi 12% qui vient d'Europe. Ibérique, donc c'est Portugal, Espagne. Il y a aussi France, Germanie et Angleterre. Alors évidemment, on comprend tout de suite d'où ça vient. C'est pas, enfin, je veux dire, quand on connaît le contexte des traites négrières, quand on connaît le contexte de la colonisation, quand on connaît les contextes, voilà, un petit peu de ces terribles choses dramatiques qui se sont passées. On sait très bien que dans ce genre de contexte, il y avait des viols, il y avait quand même principalement des viols, hein, on va pas se mentir, et que voilà, c'est pas anodin que j'ai du sang et en tout cas des origines ethniques qui viennent de l'Europe. En tout cas, moi je l'explique comme ça. Voilà, alors après, ouais, ça c'est un truc fou et je suis trop fière. J'ai des origines de Papouasie. Alors je sais que j'ai des yeux qui sont un petit peu bridés. Bon là on voit pas forcément. Mais je me dis que ça doit venir de là. Ça doit venir peut-être de plein d'autres endroits, mais voilà. Après, il y a évidemment des pourcentages ailleurs, dans le Moyen-Orient, dans l'Est de l'Afrique, etc. Mais j'ai pas envie forcément de m'attarder sur ça. Et en fait, je vais vous faire part maintenant de mon analyse de ça, et en fait de la réflexion qui m'est arrivée suite à l'exploration un peu de ce test ADN. En fait, je suis allée chercher des maps, comment on dit ça en français? Je suis allée chercher des plans
des voyages que faisaient les bateaux de traite négrière pour voir un petit peu comment ça se faisait. Et je vais vous en mettre un juste là. Et en fait, on voit que ça part d'Europe, Portugal, France, Angleterre, et que ça descend Ouest Africa, et que ça va du coup du côté de Est Amérique latine, donc Brésil, que ça remonte dans les Antilles, que ça descend à Carthagène, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Et en fait, je me dis, waouh, ok, mais en fait, les adoptions, elles partent souvent quand même des mêmes pays qui effectuaient la traite négrière. Ça part souvent de l'Espagne, ça part souvent de la France, ça part souvent des États-Unis, ça part souvent de l'Angleterre. Et donc finalement, on a le même schéma, c'est-à-dire on a le même schéma d'attitude, on a un schéma répétitif qui est que l'hémisphère nord se sert selon ses besoins dans l'hémisphère sud. Alors, pendant les siècles passés, c'était évidemment pour de la main-d'œuvre, mais aujourd'hui, finalement, on va se servir dans les pays africains, dans les pays d'Amérique latine, dans les pays du sud de l'Asie. Ça part encore du même endroit, de l'Europe, ou aussi d'Amérique latine, d'Amérique, pardon, et ça vient encore se servir dans un terrain dans un vivier d'humains qui se trouve dans l'hémisphère sud, pour cette fois-ci ramener ces personnes-là dans l'hémisphère nord. Et donc, je suis obligée de me dire, ok, mais du coup, c'est une migration. Et c'est une migration qui est encore une fois forcée. Dans l'adoption, les enfants qu'on vient chercher, qu'on vient adopter dans les pays d'hémisphère sud, on les prend malgré, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas leur avis. On leur dit pas, est-ce que tu veux venir avec moi? C'est finalement, encore une fois, et je voulais pas en arriver là, et en fait, ça me tue de le dire, mais finalement, on est dans un schéma répétitif, en fait. Et ça, voilà. J'en suis arrivée à cette conclusion. Alors après, il y en a sûrement qui vont être en mode, non, mais c'est trop, blablabla, nanana. Ok. En tout cas, je pense qu'il faut quand même avoir cette question-là en tête et peut-être y réfléchir. Peut-être se dire, en fait, sous couvert de vouloir avoir une famille, sous couvert de vouloir peut-être aider un enfant, en fait, finalement, est-ce que je répercute pas le même schéma qui s'est passé? Est-ce que finalement, tout l'argent que je vais dépenser dans une adoption, parce qu'une adoption aujourd'hui, ça se chiffre entre 8 000 € et 15 000 €, parce qu'une adoption, c'est pas juste je vais chercher un enfant, c'est des papiers administratifs, c'est des rendez-vous chez le juge, c'est des rendez-vous administratifs, c'est des billets d'avion, c'est 1 mois, 2 mois dans le pays dans lequel tu vas adopter ton enfant. Donc tout ça, ça chiffre, etc. Ok? Donc est-ce que finalement cet argent-là que je vais donner pour aller chercher mon enfant en adoption, est-ce que finalement je ne ferais pas mieux de la donner à des organismes qui agissent dans ces pays-là pour permettre à ces enfants de rester là où ils sont nés? Le produit de migration forcée, c'est-à-dire que là, mon ADN me le prouve que je suis le produit pur et dur de migration forcée. Et finalement, aujourd'hui, je me retrouve en France, je me retrouve avec un passeport français, et ça non plus, je ne l'ai pas voulu. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une migration forcée? Et est-ce que finalement, tout l'argent que tu vas dépenser pour aller adopter un enfant, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, est-ce que finalement cet argent-là, il ne vaut pas mieux le donner à des organismes qui vont pouvoir œuvrer dans les pays et permettre aux enfants de garder cet enracinement dans leur pays et de ne pas subir encore une fois une migration qui va du coup, qui se retrouve énormément chez les enfants adoptés finalement, ce déracinement. On est en manque de notre culture, on est en manque juste de nos racines. Donc voilà, en fait, j'en suis arrivée à cette conclusion, j'en suis arrivée à ces questionnements, et je pense que c'est important de se les poser, et voilà, et donc j'espère que
ça vous permettra de vous poser des questions si vous cherchez à adopter, de peut-être réfléchir à 2 fois. Et puis sinon, pour toutes les personnes adoptées, moi je trouve que ça m'aide dans mon processus de pensée, dans mes réflexions. Voilà. Donc ça peut être cool d'en faire un. Voilà, c'est la fin de la vidéo parce que j'ai plus rien à dire. Et on se retrouve peut-être sur une prochaine vidéo ou en podcast, sur les podcasts des histoires d'adoption. Si vous voulez aller écouter, c'est pour rappeler un peu le concept, c'est une histoire, un épisode. Donc c'est une personne adoptée qui vient dans le podcast et qui parle de son adoption, comment est-ce qu'elle impacte sa vie, comment elle impacte ses relations humaines, ses relations amoureuses, son travail, sa relation à elle-même. Et voilà, on discute et voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas où vous êtes. Et je vous dis à très vite.